Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau chapitre de l'année 2025 intitulé Le monde qui attend le soleil. Après plusieurs semaines de pause tant pour One Piece que pour ma chaîne, Oda revient en force avec ce très bon chapitre qui lève enfin le voile sur certains mystères entourant le passé de Loki, mais surtout sur le légendaire dieu soleil Nika. Alors évidemment, il fallait que je vous fasse une review et en profiter pour vous souhaiter une très belle et heureuse année 2025 pour vous et vos proches. Je vous remercie par ailleurs pour tous vos magnifiques messages reçus sur la dernière vidéo et c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc pour fêter ce grand retour, je vous invite dès à présent à exploser les likes, vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, mais surtout mettre votre plus beau cœur en commentaire pour fêter cette nouvelle année. Je vous remercie chaleureusement et on va pouvoir dès à présent commencer l'analyse de ce grand chapitre. Le chapitre s'ouvre sur le récit de la Terre des Géants. On découvre que très peu d'humains ont eu l'occasion de découvrir l'île au-delà du monde souterrain. La grandeur de ce territoire et l'existence du royaume du soleil restent largement méconnues. Ainsi, l'ultime rêve de tout géant est de devenir le dieu soleil et de régner sur le monde. Ce qui explique davantage pourquoi Rod et Loki ont pris ce titre. Cependant, cette dénomination a plusieurs sens selon les géants. Certains y voient un dieu libérateur, d'autres un dieu de la destruction, tandis qu'une partie d'entre eux le considère simplement comme un dieu rieur. Ces différentes interprétations trouvent leurs origines dans la mythologie d'Elbaf nommée Harley, une langue ancienne que personne ne parvient à déchiffrer correctement. Néanmoins, une chose est sûre, le monde a déjà été détruit 2 fois. Quelle que soit la véritable signification du dieu Nika, tous s'accordent à dire que ce dieu apparaît toujours lorsque le monde est sur le point de sombrer. Et c'est pourquoi ceux qui détiennent le pouvoir redoutent tant l'apparition de Nika. A l'inverse, ceux en quête d'espoir se tournent inévitablement vers lui. Cette partie du chapitre est d'ores et déjà très intéressante. Les récits d'Elbaf se nomment Harley. Ce terme n'a pas véritablement de traduction, mais semble renvoyer aux profondeurs divines en japonais. J'ai tout de même tenté de chercher d'autres significations, et la seule que j'ai trouvée serait une référence à Harlequin, ce personnage comique de la Commedia dell'arte. Cette hypothèse collerait parfaitement à la thématique d'Elbaf, ce pays qui peut se lire à l'envers par fable, Nika qui est un dieu rieur issu de ce qu'a nommé Roger, Laftel, le comte du rire. Ainsi, les écrits Harley seraient un jeu de mots pour Harlequin. Ce personnage espiègle et farceur, mais empreint d'une mélancolie et d'une sensibilité romantique. Une description qui d'ailleurs me fait beaucoup penser à Loki. Mais on y reviendra un peu plus loin dans la vidéo. Ces textes anciens dont la traduction est incertaine pourraient peut-être signifier qu'il s'agit là du langage des poneglyphes. Harley serait alors le nom de cette langue chez les géants, écrite il y a plus de 800 ans. Si c'est le cas, alors seul Nico Robin pourrait être à même de la déchiffrer et de révéler l'histoire authentique du dieu Nika, qui fait tant débat au sein du peuple des géants. Car oui, les interprétations diffèrent et concluent à 3 facettes de Nika. Un libérateur, un destructeur et un rieur. Finalement, qui dit vrai? Eh bien pour moi, tous ont raison d'une certaine façon. Cependant, il n'existe pas 3 entités distinctes de Nika, car il incarne et réunit en lui ces 3 aspects. Cette description qui est faite de lui par les géants rejoint au mot près ce que j'ai pu développer dans ma théorie des nerfs sur le rôle de Luffy à la fin de One Piece. Plutôt que paraphraser, je vais vous remettre l'extrait complet qui explique pourquoi, selon moi, Nika incarnait à la fois la destruction et la libération. L'apocalypse est donc en soi une métaphore de détruire pour tout reconstruire. Effacer tout ce qui fait du passé une terreur, un malheur, une souffrance, pour rebâtir un monde meilleur. Et le rôle de Luffy est précisément celui-ci. Il a entièrement détruit Arlong Park car c'était l'existence même de cette pièce qui était à l'origine des malheurs de Nami. Sur Alabasta, il disait vouloir mettre un terme à toute cette histoire et ceci est passé par la destruction du tombeau royal Nefertari. À Enies Lobby cette fois, il donna l'ordre à Sogeking de brûler le drapeau car il avait compris qui était l'ennemi de Robin. Ou encore à Wano où il disait mettre fin à tout ça, même si cela impliquait de détruire Onigashima qui se trouvait sur son chemin. Effacer ses vestiges, c'est donc effacer les années d'oppression et de terreur vécues par ceux qu'il considère comme ses nakama. Telle était d'ailleurs la double signification de son fruit du démon, la gomme, qui permettait d'effacer les larmes sur le visage et de redonner le sourire à tous ceux qui ont été esclaves des tyrans. Comme l'a dit le narrateur à la fin de Dressrosa, l'effondrement d'une nation n'est pas toujours synonyme de malheur, car dans
dans les décombres, les habitants versaient des larmes de joie. C'est pourquoi notre garçon au chapeau de paille se devra de détruire la Terre Sainte de Marie-Joise, la source originelle de tous ces conflits qui ont débuté il y a de cela plus de 800 ans entre toutes les races. En anéantissant la Terre Rouge des dragons célestes, c'est la fin d'une ère millénaire d'oppression qui s'écroule et la vengeance d'un siècle d'histoire profanée. Les hommes-poissons, les Minx, les Tontata, les Chandia, le peuple des Wa et même les humains, tous unis dans un seul et même but, faire retentir le grondement des tambours dans les cieux et sur la terre, afin d'exaucer leur souhait d'être libres et d'admirer ensemble l'aube sur le monde. Ainsi la prédiction de Shirley selon laquelle Luffy causerait la destruction de l'île des hommes-poissons deviendrait réalité. En résumé, Luffy a su incarner les trois facettes évoquées par les géants. Il devient sombre et destructeur dès lors où on s'en prend à ses amis, puis s'élève en tant que dieu libérateur des peuples opprimés pour finalement s'élever en dieu rieur, redonnant le sourire aux gens à l'image d'un Joy Boy. C'est précisément pour cette raison que ce fruit du démon l'a choisi. C'est parce qu'il incarne tout ça à la fois sans jamais chercher à les dissocier, contrairement au roi Harald ou à Loki qui se prétendent Nika, pensant que ce dieu n'avait qu'une facette à offrir au monde. Luffy est un parfait équilibre similaire à celui du yin et du yang. D'ailleurs, cette personnalité multiple rappelle beaucoup l'équilibre des trois grands dieux de l'hindouisme. Brahma le créateur, Shiva le destructeur et Vishnu le conservateur. Et en parlant d'hindouisme, c'est une transition parfaite pour parler du mythe d'Elbaf, qui prétend que le monde aurait été détruit 2 fois. En tenant compte des prédictions de Vegapunk, une 3e destruction semble inévitable. Cette hypothèse, je l'avais justement développée il y a 6 ans dans mes toutes premières théories des nerfs. Je vous expliquais que le temps dans One Piece n'était pas linéaire, mais bien cyclique. C'est-à-dire qu'il fallait passer par une période de déclin, de destruction, pour parvenir à un renouveau, une harmonie. Je mettais ça en parallèle avec le mythe des 5 soleils aztèques où chaque cycle se terminait par une catastrophe, puis une reconstruction. C'est de cette façon qu'on peut alors imaginer comment a été construite l'histoire de One Piece. Le premier monde pourrait alors correspondre à l'ère du Nika originel, le véritable dieu soleil, celui qui semble être montré aujourd'hui dans ce chapitre. On note d'ailleurs qu'il porte un bouclier identique à celui des Chandia et qui symbolise les 9 cercles que l'on retrouve sur l'emblème des Kozuki et Nefertari. Peut-être que le Nika originel est bel et bien un Bilkan, ce qui expliquerait le symbole de la lune qui entoure ce dieu solaire. Il nous vient en tout cas d'une époque dont on ignore tout, mais qui pourrait possiblement se situer il y a 5000 ans si on se réfère à la naissance de l'arbre d'Ohara. Et si déjà le siècle oublié était l'un des plus grands mystères de l'œuvre, le vide concernant cette période de l'histoire l'est d'autant plus. Avait-il un ennemi? S'agissait-il également d'Imu? Si nous parlons du véritable dieu du soleil et non d'un fruit du démon, il semble logique que son adversaire ait été le chaos originel. Peut-être même cette entité aurait-elle pris possession d'Imu à l'époque de Joy Boy? Ou plus simplement s'agissait-il des ténèbres, la parfaite antithèse du soleil qu'incarne aujourd'hui Barbe Noire à travers son fruit du démon? Le second monde correspondrait à l'ère de Joy Boy, le deuxième Nika. C'est durant cette période qu'est apparue la technologie et la motivation du gouvernement à exterminer toutes les races du monde. L'équilibre fut brisé, entraînant la fin de cet âge et la naissance du troisième monde où Nika réapparaît sous les traits de Luffy, le sauveur qui restaurera l'harmonie. Pour résumer, la mythologie d'Elbaf démontre que le temps n'est pas linéaire dans One Piece, mais bien cyclique. Peu importe l'époque, un monde menacé par la destruction trouvera toujours une source d'espoir, une figure libératrice qui, à travers les âges, porte le nom de Nika. Ainsi, Luffy comprend que ce dieu est celui dont parlait Bonu, et que cette description correspond parfaitement à sa transformation lorsqu'il est libre. Malgré cela, il affirme qu'il n'a rien à voir avec ce dieu, et dans un sens, il n'a pas tout à fait tort. Bien que son fruit soit celui de Nika, Oda affirme à nouveau que Luffy reste Luffy. L'entité qu'il incarne est un pouvoir et non une personnalité propre. Le fruit confère à Luffy la capacité d'être le plus libre possible, de la même façon qu'Akainu manipule la lave sans pour autant être la lave. Il n'est pas à l'origine de cet élément, mais peut seulement le contrôler. J'ai vraiment aimé qu'Oda appuie de nouveau sur ce détail, parce qu'il permet de distinguer clairement le Nika originel et légendaire issu des contes de Luffy, un garçon ordinaire dont le seul rêve a toujours été de devenir libre. Un rêve qui se concrétise à travers un pouvoir qui lui a été transmis via un fruit du démon, mais qui ne le définit pas pour autant.
C'est vraiment une distinction importante, tout comme le fait que Luffy n'est pas à proprement parler Joy Boy, qui bien qu'il partage ce fruit du démon et ce rêve de liberté, Luffy n'en reste pas moins un individu à part entière, façonné par ses propres choix et sa volonté unique. Et c'est à présent vers le sombre passé du prince maudit que nous nous dirigeons. Avant même sa naissance, une prophétie annonça à son père, le roi Harald, qu'il périrait des mains de son propre fils. Peu de temps après sa naissance, le cheval de la famille royale fut tué. Puis les tragédies s'enchaînèrent. Le légendaire guerrier Yorul trouva la mort aux mains de l'ennemi. La reine succomba mystérieusement et des catastrophes naturelles ravagèrent Elbaf. En grandissant, Loki fit du monde souterrain son territoire. À seulement 10 ans, il démontra une force colossale et soumit les bêtes féroces avant de les lâcher sur le village d'Elbaf. Ses phares sont alors mis en danger de nombreuses vies et plongea Elbaf dans un véritable enfer. Et on va s'arrêter quelques minutes sur cette partie, car elle me prouve une fois encore que Loki n'est pas le tyran que souhaitent dépeindre les géants, bien au contraire. Une fois encore, Oda livre ici une magistrale leçon de vie en explorant l'enfance de Loki. Avant même sa naissance, ce garçon était déjà condamné par une prophétie vouée à être maudit aux yeux de tous. Or, retenez bien ceci, nous parlons ici d'un enfant. Un enfant par essence ne naît ni bon ni mauvais. C'est l'éducation, l'environnement dans lequel il vit qui déterminera qui il est. Et ça, One Piece nous l'a parfaitement enseigné. Robin était connue aux yeux du monde comme l'enfant démon, alors qu'elle n'était qu'une petite fille innocente. Son seul crime était d'appartenir à un peuple ayant tenté de lever le voile sur une histoire interdite. Malgré un destin tragique, sa route croisa celle de Luffy, ce qui changea à jamais son existence. D'autres, cependant, n'ont pas eu cette chance et Orochi en est le parfait exemple. Il fut persécuté dès son plus jeune âge pour la simple raison qu'il appartenait au clan Kurozumi. Ce rejet l'entraîna vers le chemin de la vengeance, alimenté par sa rencontre avec la sorcière, qui fait de lui le tyran de Wano Kuni. Enfin, le meilleur exemple reste Trafalgar dit Waterloo. Tout comme Loki, son souhait était la destruction. Ce n'était pas un instinct inné, mais une réponse à la perte de sa famille et au massacre des habitants de Flévence. Il ne croyait en rien et n'était animé que par la vengeance. Mais c'est l'espoir que lui a insufflé Corazon qui a changé son destin et qui a évité à l'eau de sombrer comme Orochi. Je pourrais encore et encore citer l'histoire de tous les personnages de One Piece qui ont eu un destin commun, mais la finalité restera la même. Un enfant n'est pas prédestiné à être bon ou mauvais, car tout dépendra de l'environnement dans lequel il grandira et des rencontres qu'il fera. Dans le cas de Loki, cette prophétie a dû profondément influencer son avenir. D'autant à Elbaf où les croyances et les traditions sont quasi sacrées. Même si Loki avait été un enfant bienveillant, son destin était tout tracé. Tout événement tragique survenant dans le royaume était le fait de Loki, qu'il en soit responsable ou non. Lui imputer la mort d'un cheval ou même de sa mère est un exemple parfait de cette injustice. Surtout quand on sait à quel point les morts maternelles dans One Piece surviennent de manière inexpliquée, comme pour Sanji, Usopp ou même Doflamingo. Et c'est ici que les géants sont d'une certaine manière malhonnêtes. Mother opérait sa mission d'enrôlement des géants et d'enfants 50 ans avant la naissance de Loki. Et c'est l'arrivée de Lin Lin qui, au contraire, a permis de mettre fin d'une certaine manière à ce trafic. En fin de compte, Loki est devenu un bouc émissaire idéal pour expliquer des événements échappant au contrôle du peuple d'Elbaf. Une croyance identique à celle des Chandia, persuadée qu'un sacrifice humain apaiserait les dieux et mettrait fin aux catastrophes et aux maladies. L'ironie réside dans le fait que ce sont parfois les croyances elles-mêmes qui causeraient bien plus de destruction que la prophétie affirmant qu'un enfant apporterait le malheur. Finalement, l'histoire de Loki n'est pas très éloignée de celle de Big Mom. Sa puissance incontrôlée mêlée à son innocence a entraîné la mort du loup et de l'ours qu'elle voulait pourtant au départ réconcilier. C'est de cette façon que je perçois Loki, un personnage animé d'une malice enfantine, désireux de jouer, mais dont l'immense pouvoir entraînait involontairement destruction et chaos. Condamné avant même de pouvoir choisir sa voie, il est la victime d'une prophétie et d'un environnement qui ne lui aura jamais laissé aucune chance. Mais malgré tout, Yarul explique une chose importante au sujet de Loki et de son père. Ce qui s'est passé entre eux semble être la conséquence de leur tentative de devenir eux-mêmes des incarnations de Nika. Si Nika existe sous 3 formes, le roi Harald devait sans nul doute s'incarner sous les traits du Nika libérateur, par le fait qu'il souhaitait pacifier son pays.
Loki, en revanche, représenterait les deux autres facettes. Le Nika rieur reflèterait son esprit enfantin qu'il aurait lu dans les livres d'Elbaf. En pensant faire rire les gens à travers ses farces, Loki provoquait en réalité des désastres, ce qui inversait ses intentions. Ces catastrophes l'auraient finalement conduit à croire qu'il ne restait qu'une seule légende possible, celle du Nika de la destruction. Et puisqu'après tout la prophétie l'avait prédit, il était destiné à ça. Et ce lien qui unit une nouvelle fois Loki à la destruction me ramène à une ancienne théorie. Loki serait l'arme antique Pluton. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à la regarder en cliquant en haut à droite de l'écran. Sinon, je vais en une courte phrase vous résumer cette théorie. Pour moi, Loki serait celui capable de guider Pluton à l'image du dieu Loki des mythes nordiques, conduisant le navire des enfers lors du Ragnarok. Le point important de ce chapitre réside dans l'idée que Loki est destiné à provoquer la destruction dès sa naissance par le biais d'une prophétie. Or, c'est précisément de cette façon qu'a été décrite Poséidon par la légende et par Neptune. Pluton, Uranus et Poséidon, ces armes capables de détruire le monde ont été créées. Si Shirahoshi dispose de la force de l'amour, elle pourra sauver des milliers de vies. Par contre, si son pouvoir tourne mal, elle risque de laisser déferler sur notre monde les plus grandes catastrophes qu'il ait jamais connues. Elle est la première à tout ignorer de son pouvoir, elle ne peut le contrôler. Et c'est probablement ce qui a dû se passer avec Loki. À force d'être rejeté par le peuple d'Elbaf en raison de cette prophétie, il a trouvé refuge dans le monde souterrain, l'amenant à devenir non pas une arme protectrice, mais bien destructrice. Par ailleurs, le terme Harley, qui pouvait s'associer à l'Arlequin, comme on a vu en début de cette vidéo, pourrait grandement se lier à Loki. L'Arlequin est son parfait miroir, un personnage espiègle qui aime faire des farces mais rongé par une âme empreinte de tristesse et de romantisme. Que ce soit l'amour parental avec la mort de sa mère et de son père, l'amour amical par le rejet des géants et même l'amour véritable avec Lola qui refusa sa demande en mariage, Loki incarne parfaitement l'Arlequin. Et ce serait peut-être même là son véritable fruit du démon. Bien qu'au départ j'envisageais le fruit du loup Fenrir ou du dieu Loki des mythes nordiques, le lien avec l'Arlequin semble très cohérent, car il reflète à la fois son nom, sa personnalité, mais également l'idée qu'il soit Pluton. Car l'Arlequin s'associe au diable démon à qui on donne parfois le nom de roi des enfers, soit le titre honorifique donné au dieu Pluton. Le lien entre Harley et Arlequin est peut-être un pur hasard, mais en tout cas, j'aime beaucoup cette connexion qui unit ce personnage à Loki. Mais revenons à présent à cette prophétie. Qui a donc bien pu faire cette prédiction désastreuse au roi? Là est toute la question. Elbaf étant inspiré des mythes nordiques, il est possible que ce personnage soit inspiré des Nornes ou des Volva, ces femmes qui s'adonnent à la prédiction. Nous pourrions alors découvrir l'une d'elles au détour de cette terre des géants, comme on l'a vu à Wano avec Toki et la sorcière Kurozumi, ou encore Shirley sur l'île des hommes poissons. Ce rôle est crucial dans One Piece car il peut jouer sur le destin et concerne généralement Luffy, ou tout du moins l'élu censé sauver le monde du chaos. Cependant, la prédiction de Shirley était, tout comme celle de Loki, de mauvais augure, puisqu'elle voyait Luffy détruire l'île des hommes poissons. Et c'est là qu'il est important de comprendre qu'une prophétie ne se juge pas de manière partielle, mais nécessite une vision globale pour en saisir toute la nuance. D'un point de vue simpliste, la destruction de l'île des hommes poissons est fatalement une mauvaise chose. Mais si l'on regarde d'une manière plus large, cette destruction pourrait être due à celle de Marie-Joise, offrant aux hommes poissons la liberté de vivre sous le véritable soleil. Ainsi, cette prophétie concernant Loki peut tout à fait être vraie dans un sens et fausse comme dans l'autre. Il a pu parfaitement tuer son père, mais ça ne signifie pas nécessairement qu'il l'a fait de manière intentionnelle. C'est pourquoi on peut envisager plusieurs hypothèses. La première, il y aurait un trait sur Elbaf. Comme j'ai pu vous en parler dans les prédictions d'Elbaf, les faux semblants sont monnaie courante dans One Piece. Que ce soit Kanjuro à Wano, Corazon et Virgo à Dressrosa ou récemment à Egghead avec York, les manipulations et trahisons jouent un rôle crucial dans l'histoire du monde. Il se pourrait donc bien que quelqu'un tire les ficelles au royaume des géants. Ce ne serait pas une première, puisque Mother avait déjà infiltré Elbaf et les chevaliers divins semblent capables de s'introduire sur cette terre sacrée sans être détectés. Ainsi, cette prédiction pourrait avoir été délibérément orchestrée par quelqu'un qui souhaitait la mort du roi Harald. En apprenant l'existence de cette prophétie, une personne aurait poussé Loki à assassiner son père, jouant sur sa nature candide et son amour pour les farces et les défis. En lui faisant croire qu'il jouait un simple
simple tour à son père, Loki causa sa mort sans en avoir conscience, réalisant ainsi la prophétie de manière indirecte. D'ailleurs, ça expliquerait pourquoi Loki a une prime dite spéciale et pourquoi les chevaliers divins souhaiteraient le recruter. Ce garçon est un allié de choix pour le gouvernement mondial qui tente depuis des années de constituer une armée de géants et d'établir une alliance avec Elbaf. La deuxième serait que Loki soit arrivé au moment où son père fut assassiné. Yarul aurait alors surpris ce garçon pensant qu'il venait tuer son père. De son côté, Loki, pris de panique, aurait lancé sa hache pour se défendre, persuadé qu'il faisait face au traître ou à l'assassin du roi Harald. C'est une possibilité intéressante, d'autant plus que les chevaliers divins sont capables de se téléporter dans le château d'Elbaf sans éveiller le moindre soupçon. À l'image de l'assassinat de Cobra orchestré par Imu et le Gorosei et qui ont fait porter le chapeau à Sabo, le gouvernement aurait donné l'ordre de tuer le roi Harald, le percevant comme une menace de par ses ambitions pacifistes. Mais surtout, la terre d'Elbaf représente un enjeu stratégique immense. Non seulement les géants détiennent une puissance militaire considérable, mais elle abrite également quelque chose que le gouvernement mondial souhaite éradiquer, les archives d'Ohara. Le roi semble avoir été assassiné quelques années seulement après que Zoro ait sauvé les livres d'Ohara et potentiellement un poneglyphe. En ayant découvert cette information, ils auraient décidé d'éliminer le roi tout en faisant porter la responsabilité du meurtre à son fils, plongeant Elbaf dans un chaos profond, privant le pays de son souverain et écartant le futur pilier de ce royaume, Loki. Enfin, la troisième hypothèse serait tout simplement que la mort du roi Harald soit une mise en scène. C'est l'hypothèse qui semble pour moi la moins probable mais qui méritait d'être envisagée. Comme on l'a vu à Wano, le père d'Oden a fait croire à sa mort pour protéger son peuple. Tandis qu'à Dressrosa, le pouvoir de Sugar effaça de la mémoire de Rebecca son père, qui, toujours vivant, fut transformé en jouet. Il serait donc pas fou de penser qu'Harald soit toujours vivant, et qu'une telle mise en scène aurait pu servir à dévoiler le traître au sein d'Elbaf. Cependant, si c'était le cas, je pense pas que l'objectif aurait été de nuire à Loki, mais au contraire de le protéger d'une certaine façon. Bien que je préfère les premières hypothèses, qui peuvent parfaitement se croiser, je reste convaincu que si Loki a vraiment tué son père, ce n'était pas un geste prémédité. Pour preuve, Yarul qualifie les actes de Loki comme des farces. Ce qui respecte premièrement le nom de Loki, dieu de la malice dans la mythologie nordique, et deuxièmement le fait qu'il est une âme d'enfant. Car oui, bien qu'il soit considéré comme un adulte à cette époque, puisqu'il avait environ 43 ans quand son père est mort, l'âge des géants se divise par 3 par rapport à un humain. Il serait donc plutôt un adolescent de 14 ans. Et cette personnalité de Loki est précisément la même que celle d'Usopp. Il est à la farce ce qu'est notre sniper au mensonge. Usopp avait exactement le même rôle durant son enfance. À force de mensonges perpétuels, le jour où les pirates sont vraiment arrivés, les habitants n'ont pas cru le moindre mot qu'ils disaient. On apprend finalement que les mensonges de cet enfant ont débuté lorsque sa mère était mourante. Cette phrase « les pirates arrivent » était une façon pour lui de s'accrocher à l'espoir que son père revienne et aider sa mère à rester en vie. Ces mensonges n'étaient en réalité que ses vrais rêves et des cris de douleur, un moyen désespéré d'attirer l'attention sur lui. Et ce triste scénario doit probablement et vraisemblablement être le même pour Loki. L'isolement qu'il a subi de la part des siens l'a poussé à chercher refuge dans la nature sauvage et impitoyable du monde souterrain. Tel un véritable guerrier d'Elbaf, il a affronté ces animaux un à un, prouvant sa force et son courage, et a finalement trouvé des amis, une famille, qui l'acceptait pleinement, loin des jugements et du rejet des géants. C'est d'ailleurs cette hypothèse que j'avais déjà développée dans ma review du chapitre 1131. Cette sensation que Loki fut rejeté par tous dès son enfance et qu'il trouva son seul réconfort auprès des animaux. Mais aujourd'hui, le destin de Loki pourrait prendre une nouvelle direction. Lui, qui était convaincu que le monde entier le rejetait, pourrait découvrir, grâce aux Mugiwara, de nouveaux alliés prêts à l'accepter tel qu'il est. À travers eux, il pourrait enfin percevoir une lumière au milieu de ces ténèbres qui l'entouraient avant même sa naissance. Je reste donc fidèle à ma première idée, Loki pourrait bel et bien, à la fin de l'arc d'Elbaf, être un membre à part entière de l'équipage des Chapeaux de Paille. Yarul révèle à présent qu'après avoir assassiné son père, Loki prit la mer pour semer le chaos. Mais il fut capturé par Shanks il y a 6 ans. 2 informations qui confirment ce que j'ai pu théoriser dans ma review du chapitre 1131, où je vous expliquais que Loki pouvait être un pirate et qu'il aurait été stoppé par Shanks qui lui aurait valu le titre d'empereur.
On ignore tout du passé de ce géant. L'idée qu'il puisse avoir été un pirate n'est pas si insensée, d'autant qu'un indice pourrait appuyer ça. Le mariage de Loki et Lola. On ignore comment le prince maudit a fait sa rencontre, puisque Big Mom est interdite sur le territoire des géants et que cette race est la seule qui refuse de se rendre à la Tea Party. De ce fait, cette rencontre ne peut qu'être fortuite et signifie que Loki a dû à un moment donné quitter sa terre natale et prendre la mer. La première est la durée de l'emprisonnement de Loki, 6 ans, ce qui nous ramène à l'année 1518. Cette date est particulière puisque c'est à cette époque que Shanks obtient le titre de Yonko, ce qui laisse penser que le roux pourrait bien être à l'origine de l'emprisonnement de Loki, d'autant quand on connaît son lien étroit avec Elbaf. Si ce dernier a réussi à le vaincre et l'enfermer dans le monde souterrain, alors ça expliquerait comment Shanks a accédé au titre d'empereur. Mais bien que ces deux hypothèses se soient confirmées, celle concernant le fait que Loki ait pu rejoindre les Rocks est fausse et n'est pas possible chronologiquement parlant. En effet, j'ai découvert au chapitre 1134 que l'école du Morse a été inaugurée il y a 20 ans à la demande de l'ancien souverain, ce qui indique qu'Harald était encore en vie et que Loki n'avait pas encore quitté Elbaf. De ce fait, Loki aurait pris la mer autour de l'année 1504-1505 jusqu'à sa capture en 1518, soit une période d'environ 14 ans qui explique en partie le montant faramineux de sa prime. Reste à savoir quels exploits il a accomplis durant sa traversée, d'autant que cette période coïncide avec de nombreux bouleversements majeurs sur Grand Line. La naissance de Luffy, la libération des esclaves par Fisher Tiger, l'histoire entourant l'Opéopénomie, le fruit de Nika ou encore toute l'histoire de Wano Kuni. En bref, il y a énormément d'événements qui se sont déroulés durant cette période, et il est quasi impossible de savoir le rôle qu'a joué Loki. Cependant, la quête du One Piece était déjà lancée, et il se pourrait bien que Loki en ait eu vent durant son expédition. Peut-être découvrirons-nous le rêve ultime de ce prince déchu, un rêve qui pourrait être lié à ce trésor légendaire. Quoi qu'il en soit, cette brève rétrospective sur le passé de Loki était passionnante, bien que cela ait été raconté du point de vue d'un géant. Reste à savoir quelle sera la vérité de Loki. Et c'est justement la question que se pose Luffy. Loki est-il vraiment quelqu'un de bien? Certes, Luffy est candide, surtout lorsqu'un homme dépeint comme un monstre lui promet que s'il le libère, il lui révélera l'emplacement de Shanks. Mais les Ondi n'ont jamais effrayé notre Mugiwara, bien au contraire. Il a libéré Zoro alors qu'il était considéré comme un démon, de même pour la plupart des membres de son équipage. Et c'est justement là qu'intervient son second, qui connaît mieux que quiconque les réactions imprévisibles de son capitaine. Zoro prend donc les devants et décide de rencontrer Loki en personne pour vérifier si cet homme est un menteur. Mais Nami les surprend et décide de se joindre à eux pour les mener au château et récupérer les clés qui libéreront Loki. Bien évidemment, notre voleuse ne fait pas ça sans raison et compte bien mettre la main sur les trésors du château. Ils se mettent en route, formant ainsi un nouveau monster trio inattendu. Et pas des moindres, puisqu'Oda a choisi les 3 Mugiwara qui étaient le parfait reflet des 3 mondes d'Elbaf. Le monde céleste avec Nami, celui du soleil avec Luffy et le monde souterrain avec Zoro. Fruit du hasard ou non, j'ai trouvé cet équipage très bien choisi, bien que j'avoue avoir été assez surprise de voir Nami remplacer Sanji, car j'avais expliqué dans les prédictions d'Elbaf que Loki pourrait défier le Monster Trio en écho au défi d'Utgard Loki, prince des géants dans les contes nordiques. J'en ai tout de même eu 2 sur 3, mais il faut encore patienter pour l'instant, car le trio ne fait pas face au prince d'Elbaf, mais à un défi de taille, trouver la clé pour le libérer. Ce scénario, Oda aime beaucoup l'adapter dans son œuvre. À Wano, c'est la clé de Kawamatsu qu'il a fallu trouver, tandis qu'à Marineford, Mr. Two a dû fabriquer une clé en cire pour libérer Ace car l'originale avait été détruite. En bref, peu importe l'arc, la quête d'une clé s'étale souvent sur plusieurs chapitres. Il y a donc fort à parier que cette intrigue prendra du temps et que Loki ne sera pas libéré de sitôt. D'autant que cette clé pourrait ne pas se trouver dans le château, mais avoir déjà été récupérée par les chevaliers divins, puisque je vous rappelle que c'est dans ce lieu qu'ils sont apparus et leur mission sur Elbaf concerne justement la libération de Loki. En effet, on découvre dans la suite du chapitre que ces chevaliers ont rejoint le monde souterrain et sont ici pour proposer à Loki un marché, sa liberté en échange de son intégration dans leur rang. Et oui, à présent que Garling s'est vu honoré du titre des 5 étoiles, il lui faut un remplaçant. Mais sans surprise, Loki refuse, ce qui prouve ici que le prince d'Elbaf est loin d'être le tyran qu'on en dépeint.
On note d'ailleurs un détail intéressant, Loki n'a aucune réaction face au double de Shanks. S'il s'agissait du vrai, je pense qu'il l'aurait reconnu par son aura qu'il dégage, bien qu'il ait les yeux bandés. C'est donc une preuve que cet homme n'est pas le vrai Shanks qu'on connaît. Le refus de Loki est en tout cas pour une raison bien particulière. Rejoindre les chevaliers divins comprendrait de devenir un dragon céleste. Et c'est justement une question que je m'étais posée en les voyant pour la première fois sur God Valley. Plusieurs visages nous ont été dévoilés, notamment la famille Manmeyer. J'avais supposé qu'il pouvait s'agir d'une famille de dragons célestes, mais qu'en était-il des chevaliers divins? Garling prend le titre de saint, ce qui est généralement réservé aux nobles mondiaux. Et c'est le nom du second chevalier divin qui pourrait d'autant plus confirmer cette idée. On découvre son visage qui m'a beaucoup rappelé celui de Kohala. Elle possède également un œil droit particulier et se nomme Gunko. En chinois, ce nom fait référence au Zhenzi, qui se traduit par fils d'un seigneur ou l'homme noble. Selon le confucianisme, il désigne un individu moralement bon qui pratique la vertu d'humanité. Ainsi, on comprend mieux pourquoi les chevaliers divins souhaitent recruter Loki, cet homme de sang royal. Et on peut alors imaginer que le reste de cette armée soit également issu de la royauté. Outre ce détail, elle révèle que des agents ont été envoyés à Elbaf, mais ont mystérieusement disparu après avoir été attaqués par un corbeau géant. Ce corbeau, vous le connaissez bien, puisqu'il s'agit de celui de Rod, qui avait capturé les Mugiwara pour les enfermer dans son diorama. Sans le savoir, Rod a finalement rendu un fier service à Loki grâce à sa passion saugrenue. En tout cas, le refus de Loki a mis en colère Gunko, qu'il menace avec des mots identiques à ceux du Gorosei et Imu. Je devrais peut-être t'effacer. On avait déjà eu ce terme précis au chapitre 908, lorsque le Gorosei implorait Im de lui indiquer quelle lumière de l'histoire devait-il faire disparaître. Et au chapitre 1041, lorsque le Gorosei ordonnait au CP0 d'effacer immédiatement Luffy. Sachant que les chevaliers divins ont pu invoquer un cercle magique identique à celui du Gorosei, on peut imaginer alors que le pouvoir de cette armée soit lui aussi étroitement lié à Im et explique pourquoi Garling a pu accéder au titre de 5 étoiles. Et c'est justement la suite de ce chapitre qui va nous dévoiler le pouvoir de Gunko. Un gigantesque loup surgit pour protéger Loki. Une référence probable à Fenrir, fils de Loki dans la mythologie nordique. C'est alors que Gunko utilise ses bandages pour le maîtriser, comme on l'avait vu au chapitre 1035, où le géant était tombé à terre et où l'on pouvait apercevoir des bandes sur son corps. Comme pour le Gorosei, il est difficile de savoir si ce pouvoir est issu d'un fruit du démon ou autre chose. Mais si c'était le cas, alors il pourrait s'agir du fruit du démon de la momification bandage ou d'un fruit mythique associé à un dieu ou une déesse égyptienne, étant donné que son œil a une autre couleur, ce qui rappellerait l'œil d'Horus ou quelque chose comme ça. Mais son fruit m'a tout de même beaucoup rappelé le pouvoir d'Aizawa dans My Hero Academia. Il utilisait des rubans et son alter était l'immobilisation. Ici Gunko semble avoir une capacité similaire puisqu'elle parvient à restreindre les mouvements à la fois du géant et du loup. On note par ailleurs que le ruban qu'elle utilise est davantage lié à ses vêtements plutôt qu'à son corps directement. De l'autre, on remarque que ces rubans se terminent par une flèche qu'elle dirige avec son doigt, ce qui rappelle exactement cette flèche qui a transpercé le corps de Cobra face à Im et au Gorosei, ce qui prouve à nouveau un lien étroit avec Nerona. Gunko appartiendrait-elle à la même famille ou s'agit-il d'un pouvoir donné directement par Imu? J'ai en tout cas hâte d'en savoir plus sur ces chevaliers divins qui semblent entourés d'un grand mystère. Et on va conclure cette review avec la toute dernière case de chapitre qui dévoile un Loki démoniaque. Il refuse le chantage du double de Shanks qui lui proposait d'épargner le loup en échange de son ralliement au chevalier divin. Il a donc préféré sacrifier son ami, mais ceci n'est pas en vain, car sa mort va alimenter sa rage et renforcer sa détermination à détruire le monde. On peut donc comprendre avec cette phrase que le désir de Loki à vouloir la destruction lui vient probablement d'une souffrance accumulée et vécue par le passé. Si au départ il aspirait à devenir un Nika libérateur et rieur comme son père, la mort de ce dernier et la haine des géants envers lui l'ont probablement poussé à croire que le véritable dieu Nika était celui de la discorde. Ce monde le rejette, alors il va le détruire, et ceci est irrévocable. Ce personnage réserve donc de grandes surprises, et il se pourrait bien que sa libération soit l'une des révélations les plus attendues de cet arc des géants.